Bonjour tout le monde, bienvenue à une vidéo de tête à tête. Cette fois, je vous présente, écoutez, un ami, une personne qui m'est chère, mais qui devrait aussi l'être pour l'histoire du Québec, particulièrement au niveau de la sécurité. C'est un homme qui fut le pionnier de la sécurité au Québec, a été le propriétaire et fondateur de Garda Québec, qui est devenu un fleuron québécois, qui a atteint à un certain moment donné près de 52 millions de revenus avec à sa solde au-delà de 3000 employés. Alors je crois que c'est une histoire qui est intéressante à partager, pas seulement au niveau de son commerce, mais au niveau de sa vie qui est très très intéressante. Il a vécu mille et une aventures que nous allons partager avec vous. Alors je vous présente mon ami, mon frère, Jacques Denis. Alors Jacques, tu es né en 1934, tu es dans Montréal. Oui, en effet. Oui. Quel endroit de Montréal? Dans l'est de Montréal. Papineau, Saint-Catherine. Okay. C'est ça, dans l'est de Montréal. Des logements. Je restais évidemment, quand je suis venu au monde, en 1934, c'était le commencement de la pauvreté dans toutes les familles. Mais y avait-tu beaucoup, déjà à cet endroit-là, c'était plus du monde modeste? C'était un district de travailleurs. Je demeurais chez ma tante, elle demeurait sur la rue Cartier. Tu demeurais chez ta tante, pourquoi? Ben parce que mes parents travaillaient. OK. Puis, elle, ma tante Toinette, qui était ma marraine, n'avait pas, pas besoin de travailler parce que son mari, c'était un débardeur, Hector Marchand, qui travaillait sur le port de Montréal. Et c'est lui qu'en 1938, à peu près, 1940, il a formé l'association, l'Union des débardeurs. Ah oui? Ouais, puis Hector est devenu un collet blanc. Dans le temps, quand je l'avais connu comme petit gars, c'était un gars, il l'appelait Tinoir. Il l'appelait Tinoir parce qu'il travaillait sale dans les cales de bateau, puis ainsi de suite. C'est un pied 4 pouces, un pied, il avait des bras comme ça. C'était tough. Ah, c'était un vrai tough. Alors, conséquemment, je me souviens de ça. Avais-tu resté là? Oui, longtemps. Jusqu'à l'adolescence? Oh, non, du tout. Non. Non, j'ai resté sur la rue Cartier ou d'Orion jusqu'à peu près 6-7 ans. Puis après ça, j'ai déménagé encore. Là, on est en 34-40. Là, la guerre est déclarée en 1939 plutôt. Et puis, Lucien Denis, puis Germaine Denis, mes parents, travaillaient. Ils avaient besoin de travailler pour gagner le pain, c'est ça. Alors, ils ont rencontré. Ma mère, elle louait des chambres. Germaine, elle louait des chambres. Une chambre pour suffire remplir les coffres un peu pour nourrir la famille. L'époque que vous étiez sur Cartier. C'est exact. Et puis là, il y a un immigrant qui est arrivé à peu près de... Disons que ma mère, à cette époque-là, avait peut-être 20 quelques années, 25 ans. L'immigrant en avait peut-être 30. Et puis, il s'appelait Carducci. Rocco Carducci. Puis lui est resté avec Germaine, ma mère, et Lucien. Comme chambreur. Comme chambreur. Mais toute leur vie après. Ils ont passé leur vie ensemble. Mais t'étais quand même rendu plus vieux. Oui, à ce moment-là, j'avais à peu près 5 ans. Fait qu'elle n'avait pas connu Carducci avant ta naissance. Du tout. OK, non. Donc on peut quand même affirmer que Denis, c'est ton père naturel, biologique. On peut penser ça. Moi, je dirais que oui. Cependant, l'histoire dit l'époque que peut-être c'était l'amant de Germaine. À un moment donné, qui était ta mère. Qui était ma mère. Puis ça, c'était pour suffire aux besoins de la famille. Puis c'est ça, écoute, Germaine m'a raconté ça. J'ai 30 ans à ce moment avant qu'elle meure. C'est ce qui t'avait déjà mis le doute à savoir qui était ton père biologique. Oui, je l'ai toujours eu, ce doute-là. Parce que ce serait possible aussi que Germaine ait connu Rocco avant de venir comme chambreur dans la maison. OK. Ça serait la seule option de toute façon logique. Non, oui, en effet. Mais si on regarde les photos de jeunesse, ainsi de suite, il y a une ressemblance avec Rocco Carducci. Ah oui? Et au décès, là, je vais parler du coq à l'âne, mais au décès de Germaine, Rocco était réellement démoli, si on peut dire. À ce moment-là, peut-être 40 ans qu'ils sont ensemble, avec Lucien, puis ainsi de suite. Puis, à l'enterrement de Germaine, il m'a pris au plan de salon. Puis il dit, Jacques, il faut que je te le dise, je suis ton père. Et ça a dû te donner un coup? Non. Ah, tu avais des doutes? J'avais des doutes.
Et puis, franchement, j'aimais beaucoup Rocco, j'aimais beaucoup Lucien. J'étais complet. Tu J'avais as eu deux pères. Ben oui, c'est ça. C'était deux, mon gars. Là, tu sais. C'est drôle parce que tu n'avais pas de préjugés. Oh, Étant aucun. donné que tu étais jeune, Oui, mais c'est ça peut-être qui a fait ma formation personnelle. J'ai jamais eu de préjugés sur rien. À C'est ça. cause du fait que si ma mère avait décidé d'avoir un amant, je ne pensais pas comme ça à l'époque, mais éventuellement, c'est parce qu'il y avait des raisons. c'est ça. Puis la raison, c'est pas à moi de décider si c'est. Exactement. Tu ne portais pas le jugement Non, sur ce que non, les autres ont fait, jamais. puis ça l'a continué tout au long de ta vie. Tu n'as Oui. jamais porté un jugement Jamais. par rapport à ce que les gens font dans leur vie Exactement, personnelle. Michel. Ça n'a jamais Non. eu de problème comme ça. Ma sœur, Raymond, qui était 5 ans plus vieille que moi, je crois, en vieillissant, elle a eu des préjugés. Ah ouais. Et je pense que Laurent, mon frère, qui avait 2 ans et demi de plus que moi, l'a eu un peu, mais lui aussi, c'était un go, let go, là, tu sais, Ouais. un bon gars, là, puis il était trop. Mais tu avais une bonne relation avec lui. Ah, une relation que je vais te dire, Michel, je revis présentement la relation de mon frère avec toi. Ah ouais. Ah ouais, mon frère, c'est une magnifique la relation. Même si on avait seulement 2 ans et demi, je l'ai pris comme une personne plus vieux, mon grand frère, tu sais. Ah, un Et- mentor. Oui, Presque un mentor. je sais Mais pas. c'est drôle qu'il n'a jamais été investi dans tes aventures par la suite. Par contre. Non, jamais. C'est-tu drôle, hein? Fait que lui, il voulait faire. Mais lui, on était deux caractères complètement différents. Lui, c'était un intellectuel de jeunesse. Il est devenu le premier Canadien français à avoir un doctorat en sciences bibliothécaires Ah ouais. de Rutgers University, dans New Jersey. Ça l'a amené professeur, ça? On était professeur, OK. en effet. Ça l'a amené à devenir le doyen de l'Université de Montréal à la bibliothéconomie. Ah, c'est quelque chose, hein? Puis il était jeune, là, il avait peut-être 36 ans. Fait que toi, dans le fond, c'était une fierté pour toi aussi. Oui. Hein, c'est sûr, tu vois ton frère, puis c'est Ouais, quand même exactement. un certain poste de stature, là, tu sais. Puis je dois te dire, en passant, parlant de l'armée, lorsque j'étais parti en Europe pendant des années de temps dans l'armée, à tous les Noëls, il m'envoyait une lettre de frère. Ah ouais. Puis, à un moment donné, la gang avec qui on se... Si les soldats, ça se rencontrent, tu pars, tu reviens 3 ans plus tard, tu reviens avec le même groupe. Puis, le groupe particulier en Allemagne, on était des copains peut-être de longue date, 10 ans en ce moment, on était tous des D'ailleurs, copains. ce qui nous amène, excuse Jacques, ce qui nous amène à ton entrée, parce que tu as quitté le logis familial à l'âge de 16 ans pour embarquer dans l'armée. 17 ans. J'ai eu 17 ans le 1er mars 1951. J'ai rentré dans l'armée le 17 avril 1951. C'était quoi l'idée? Pardon? C'était quoi l'idée? Ah, ben, j'essayais de trouver une job. J'étais inquiète. Mes parents voulaient bien que me caser, si on peut dire. Ouais. Je savais pas où aller. Puis j'ai passé. Mais c'est-tu parce que tu étais un petit gars tough à la Non. maison? Non, pas vraiment. Non, du plutôt. tout, du tout. J'étais un bon garçon, un bon petit gars. Les parents, ils n'ont jamais eu de problème avec moi. Mais l'idée de ça, je reviens encore. Oui, c'est ça. Là, tu as rentré dans l'armée. Fait que là, ton frère, à partir de là, lui, à toutes tes fêtes, il t'envoyait une lettre. Puis la première lettre, la première année, je l'ai lue tout seul. Puis après ça, tous les gars, donc, tu sais, le soir, il y a des gars mariés là-dedans. Bah, tout le monde lise leur courrier. Puis là, on prend un coup, la veille de Noël particulièrement. Puis j'ai dit ça à mes copains, on avait 5 en général, on était toujours ensemble. Et j'ai reçu une lettre de mon frère. Je vais vous la lire, les gars. Puis là, j'ai commencé à lire. Tout le monde t'accroche à tes lèvres. Ah, tabarnak. Hein, mais c'était comme ça, pareil. Les gars pleuraient. Ah, c'est pas Parce que des Laurent parents. savait, c'était un homme intelligent, même à cette époque-là. C'était un, Ben oui. un gars qui avait une Il était formation. déjà accompli, pareil. Oui, en effet. Alors, pendant des années de temps, quand on était en Allemagne, on était 4 ans en Allemagne de fil, là, tous les gars se rencontraient à la veille de Noël, puis on prenait un verre, puis il fallait lire la lettre à Jacques. La Ah oui? lettre de Laurent. Imagine ça. C'est Tout drôle. puis je crois... Est-ce que Laurent l'a déjà su? Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'ai eu l'occasion de lui dire. Puis je lui ai dit aussi, arrête pas de les écrire. C'est tellement Ça fait bon. du bien à tout le monde. Oui, puis c'est ça qui est arrivé. Les gars aimaient ça. Ils étaient loin de leur famille.
les pères de famille, les enfants. Tu sais, c'était comme quelque chose qui nous unissait, qui nous attachait ensemble. Mais en gros, c'est quoi qui était le contenu de la lettre? C'est quoi qu'il disait? Généralement, c'était sur le sens d'amour. L'amour familial, l'amour de vivre. Tu sais, Fait que tu y manquais. oui, la camaraderie que nous avions dans l'armée, lui, il a su la cultiver beaucoup mieux que moi j'aurais pu le dire. Bien que je m'en suis fait surtout en venant plus haut, plus vieux, j'ai toujours été un camarade. J'ai toujours essayé de former une famille avec les sergents, du sergent-major, whatever, pour qu'on puisse être des vrais copains. Puis c'est ça. Mais c'est quand même drôle, parce que, comme tu m'as déjà conté, quand tu es rentré dans l'armée, ça n'a pas été si facile que ça au départ. Oh, c'était à Saint-Jean, Québec. OK. Fait que là, tu étais vraiment dans un Au milieu... collège militaire de Saint-Jean, sur le Richelieu. Et puis, ça, c'était francophone au coton. Mais c'était tough, ça. Oh oui, oui, c'était pas des enfants de cœur. Non, du tout. J'en ai vu des bonnes là-dedans. Là. Mais puis surtout un gars qui sort, moi, comme je te dis, j'avais pas de job, j'avais rien. Puis quand tu rentres dans un milieu, puis il y a des gars de 25-30 ans, il y avait des gars qui ont travaillé des bûcherons, là, tout ça de monde. Tout était un petit poussin là, qui rentrait dans un monde d'hommes. À 17 ans, 16 ans. Bon. Puis on restait dans des huttes. Il y avait peut-être 30-40 personnes, soldats là-dedans, des double bunks qu'on appelle. Et puis le soir, là, quand les gars à la paye, là, ça rentre, ça va en cantine, ça prend un coup. Il y en a qui sont malades, d'autres c'est des batailleurs, d'autres c'est des sacreurs. Pour moi, c'était... T'as appris vite. Ça m'a affecté un peu au commencement. Ben, j'imagine. Oui, ça m'a affecté, mais éventuellement, avec l'armée, quand je suis rentré dans l'armée, je faisais 140 livres. En dedans de 6 mois, je faisais 190 livres. Puis là j'ai c'était du muscle, c'était pas du gras. Non, du tout. Parce que l'exercice, puis j'adorais le la vie, la compagnie. Ouais, exactement. J'ai fait des bons copains qui ont duré toute notre vie. Évidemment, on se sépare. Quand tu vas dans un collège comme ça, ils appelaient ça le CATC, Canadian Army Training School. Ouais. Il y a un gars qui s'en va dans l'Ontario, un gars qui s'en va en British Columbia, dans d'autres régiments, ainsi de suite. Puis moi, j'ai resté là parce que je me suis faufulé. Tu es resté à Saint-Jean? À Saint-Jean pendant 2 ans. Oh! J'ai tout de suite à la cantine. J'allais prendre un verre de bière à la cantine, ça fait là. Puis il y avait un nommé Rockley. Rockley, c'était un caporal qui était en charge de la cantine. Puis j'ai cliqué avec ce gars-là. Puis tu sais, tu sais travailler à un moment donné? J'aimerais ça. Certains, j'aimerais ça, tu sais. Moi, je voyais pas de futur d'entraînement, ces affaires-là. Je le faisais. Hey, travailler le terrain, là, tu voulais. J'étais un jeune homme qui aimait ça prendre un verre de bière, puis j'aimais ça le groupe. Alors, je suis devenu commis au bar de la cantine à Saint-Jean pendant 1 an et demi. Et puis là, j'ai fait beaucoup de copains parce qu'il y avait le privilège d'avoir la clé quand la cantine était fermée. J'avais une clé pour rentrer dans la cantine, faire les caches de faire là. Dans ce peu de temps, j'ai développé une autre relation dans moi-même. Je n'étais pas un peu heureux. Hein. Quand j'ai rentré dans l'armée, j'étais méfiant. Ouais. Mais 6 mois plus tard, j'avais fait mon nid. Puis les gars, déjà... Tu avais fait ton nid avec tes poings? Oui. 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 Les mois ont passé. Puis durant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. Le running, puis courir, faire des... Oh, il ne te laisse pas le temps de réfléchir. Ah, du tout. C'était top. Basic training dans ce temps-là, c'était top. C'était épouvantable. Nous autres, on l'a eu belle. Nous autres, c'était facile. Nous autres. Ça n'a rien à voir avec vous autres. Non, nous autres, c'était pas facile. Seulement que dans ce groupe-là, que j'ai pas vu après, peut-être qu'il y avait 4-5 gars qu'on... Ça, c'était avant de partir en Allemagne? Non, ça, c'est avant d'aller au camp Borden. Parce que toi, tu es parti au camp Borden? En 52 et demi, je ne sais pas, mars. Ouais, 2 ans après d'être à Saint-Jean. Ouais, là, finalement, moi, je ne voulais pas m'en aller de Saint-Jean. J'aurais fait tout le 25 ans. T'aimais ça, là? Ben oui. J'étais bien. En plus, tu avais les clés du bar. mais tu sais, pas de vision, aucune. Ouais. Je voulais juste rester. Mais ils m'ont forcé, l'armée t'envoie, là, puis vous allez vous rapporter à l'école de la pauvreté, au camp Borden. Puis je me rappelle comment dans ce temps-là. Là, tu as ton billet de train. Puis tu t'en vas avec ton kit bag, puis tu as ta grosse valise, il y a plus...
je me souviens pas le nom. En tout cas, tu avais la valise, tu mettais la valise sur le train, on avait notre rifle, on avait notre steel helmet, on avait tout ça avec nous autres. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Puis là, je m'en vais au Camp Borden. Puis quand tu arrives là, je suis arrivé à la gare du Camp Borden, à Elson, qui appelait ça. C'est en Ontario. Oui. Et puis là, il y a un truck qui... J'étais tout seul, moi, là, qui est parti de Saint-Jean, monté là. Là, tu rentrais dans un monde anglophone. Ah, complètement. Complètement. Là, tu as eu, encore une fois, un choc oui, parce que culturel. là, puis, moi, mon nom, c'était Jacques Denis. Ah ouais, tu D'un peux pas coup, cacher ça. En parade, le matin, le caporal arrive et il dit ah, O'Reilly, Dennis. J'avais décidé de ne pas répondre. Ah ouais? Ouais. Tout le monde disait Sir, tu sais. Moi, non. Appelle-moi comme du monde. C'est exact. T'es pas Mon sérieux, nom, hein? c'est Denis. Mais y a-tu acquiescé à tes... Ou j'ai acquiescé parce que... Non, ok, ça fait que c'est toi qui oui, as laissé non, tomber. parce que quand... Ben oui, il m'a laissé... Tout le monde s'en allait. Tu sais, on va dire Jobin. OK, Jobin, tu vas te rapporter à la cantine. Toi, tu vas te rapporter à la cuisine. Toi, Fait que tout le temps que tu puis moi, je répondais reste seul. Ben non, je suis seul, là. toi, tu voulais faire ta loi. Ouais, les gars, ils disent Dennis, toi, tu vas aller laver la traîne. Ça casse un peu la témérité. Oui. Alors, conséquemment, après un bout de temps, à force de laver les latrines, le gars, il dit Jobin, Sir! L'autre, Dennis, Sir! Les latrines. Là, j'ai tombé en cantine. C'est-tu drôle, les affaires comme ça? C'est drôle, hein? Mais là, une fois que tu es parti de là, t'as pas été bougé d'aller en Allemagne. C'est toi qui es parti. L'Allemagne, j'ai vu pas mal plus tard, en 58. OK, en 58. Mais après toutes ces années-là, c'est quand même toi qui as décidé d'aller en Allemagne. Il n'y a pas personne qui t'a forcé. Non, du tout. Ah, ça a été un poste. C'était posting. OK. Là, je suis rendu, après le Camp Borden, j'ai resté là. J'avais fait ma niche encore une fois. Ben oui. C'était allait bien mes affaires à Borden. Là, j'étais rendu. T'étais bien? Lance caporal. J'avais 17 ans, 18 ans, non, 18 ans et demi. Lance caporal, puis c'était important. C'est moi qui étais le caporal de la hutte. Tu sais, la fameuse hutte que les 50 gars. Puis, les baraques. Ouais, les baraques, puis là, tu fermes la lumière. Quand les gars, ça criait. Tu ramènes la lumière, tu dis. Là, je vous l'ai dit une fois, là. Vous le direz pas deux fois. La lumière. J'allume la lumière. Tout le monde debout. Là, je réveille tout le monde. Habillez-vous, vos bottes. Dehors, on s'en va faire du. Puis il y avait un ami Kiss, qui était un supposément tough guy. Puis moi, je n'y vais pas. Je dis, Kiss, viens-t'en là, à la porte avec moi. Puis je l'ai sorti dehors, puis quand il marchait en arrière, il a ouvert la porte, j'ai viré le bas, paf! Le gars, Kiss, c'était un colosse, là, tu sais. On 6 pieds peut-être, 200 livres. Mais c'était-tu un anglophone qui te méprisait un petit peu? Non, il n'y avait pas de mépris. Fait qu'il n'y avait pas de j'ai jamais eu ça avec les Canadiens français. Bien qu'il y ait eu des préjudices. Ça, je t'en rencontré une, si tu me permets, avec le préjudice du Canadien français. Les Canadiens français n'étaient pas bienvenus dans un régiment anglais. OK. Dans une école d'entraînement, même à l'école Camp Borden, il y avait différentes écoles. Il y avait la pauvreté, le corps médical, le corps des signaux, le corps de service corps, ces affaires-là. Mais c'était tout anglais, ça. Mais tu sais que c'est un peu comme le 22e. Oui. Le 22e, les anglophones n'étaient pas bienvenus. Définitivement pas. Mais encore, je pense que l'armée, les gens d'armée ont évolué beaucoup plus. Ouais. Ça a commencé un peu en 1960 et 60. Les Canadiens français, les officiers canadiens français avaient très peu d'opportunités. Non, très peu d'opportunités pour devenir, on va dire, tu ne pouvais pas monter. Non, t'as barré. Tu pourrais rester sous-officier comme sergent, mais pour aller officier, c'était difficile. C'est très difficile. Ouais. Ça s'est réveillé quand même, éventuellement. Puis, je me souviens d'un gars qui s'appelait Ménard, Robert Ménard. Il était sous-lieutenant quand je l'ai rencontré. Et puis, éventuellement, il est devenu général. Puis, je lui avais dit, Robert, tu vas devenir général, toi. Parce que le gars, c'était naturel, tu sais. Ouais. Alors, conséquemment, mais il dit, ça se peut pas, on peut pas. On est francophone, on peut pas. C'est justement, ça va changer. Puis le gars qui tenait ça, c'était il était le ministre de la Défense, c'était un nommé Brooke Claxton. Puis Brooke Claxton, c'était un Anglais vrai. Puis il n'aimait pas les Français. Il n'aimait pas les... Mais Brooks a changé. Maintenant, c'était les libéraux qui sont venus au pouvoir. Puis c'est là que oui, c'est ça, Robert maintenant.
il est devenu lieutenant-colonel, colonel, puis éventuellement général. On parlait du camp Borden. J'ai resté au camp Borden peut-être 1 an et demi, puis j'étais stationné à Calgary. Durant ce temps-là, au camp Borden, j'avais rencontré une infirmière. Il y avait des infirmières, il y avait le camp d'infirmières. Ça, c'est quelque chose à parler. Parce que là, je suis rendu sergent. Hey, je suis jeune, là. Sergent Lance. Pardon? Ah non, non, sergent, tu étais caporal Lance. Là, tu es devenu sergent. Sergent. Oui, c'était quelque chose pareil, sergent. Parce que sergent, tu avais l'officier, oui. Puis c'était le sergent après qui était responsable. Exactement. Puis c'était le sergent qui était sur le terrain. L'officier était des bureaux, lui. Oui, 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 puis il reste là. C'est ça, reste là. J'avais été prendre un cours en Angleterre, Aldershot, Physical Training Instructor. Puis dans ce temps-là, j'étais constitué comme ça, des épaules comme ça, des bras comme ça. Puis j'étais jeunesse, puis j'aimais ça. D'être fier de toi. Et puis, l'armée, en 1954, a décidé de réouvrir l'opportunité pour les femmes de rentrer dans l'armée. Les Quacks, durant la Deuxième Guerre, des assistantes nursing, ils faisaient le travail de femmes dans l'armée, mais ça a été aboli, ça, après la Deuxième Guerre. Ah. Puis là, c'est en 54 ou 55, peut-être, quelque chose dans le ils ont réouvert. Le même poste. Oui, mais pas pour beaucoup. 50. Puis là, il avait mis ces femmes, c'est une autre histoire, ça, en fin de compte. Il avait mis ces femmes dans une compound, avec des clôtures, portes. Ben voyons donc. Oui, toutes ces femmes. Puis pour sortir de la compound, il y avait tout ce qu'il fallait, là. Il y avait le quartier pour dormir, buanderie, etc., etc. La cuisine, cantine, etc. ouais. Puis il y avait comme des salles d'entraînement, ces choses-là. Alors, il y avait un seul homme qui pouvait rentrer là-dedans, c'était moi. Moi, j'étais le Physical Training Instructor. Bon, puis le coq qui rentre dans le foulard. Exactement. Pourquoi? Parce que l'exercice était nécessaire. On joue au volleyball, basketball, l'entraînement physique avec les poids. Puis d'autres jeux qu'on ne peut pas nommer. C'est étrangement, là, j'étais un sergent pour vrai. Ça n'aurait pas été une mise de sortir avec les filles. Je ne pouvais pas te permettre. Moi, tu ne pouvais pas l'image. Non, ça, c'est des privates. Moi, j'étais un sergent. C'est ça, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas du tout. Mais la personne responsable, c'était le lieutenant Triff. Le lieutenant Triff, elle s'appelait Eleanor Triff. Oh, c'est là que tu as rencontré Eleanor. Exactement. Qui a été ta première épouse. Exactement. Je croyais que tu l'avais rencontrée en Allemagne. Oui. Je ne l'ai pas rencontrée en Allemagne. On s'est retrouvés en Allemagne. J'ai mon voyage. Oui, c'est bien pire que ça. Là, moi, je pouvais rentrer. J'ai resté là, dans cette camp Borden, peut-être un autre 6 mois. J'étais le seul gars. Par exemple, juste installer le jeu d'or. Tu sais, tu joues au dard dans les cantines, dans la cantine. Je me souviens d'un incident que Eleanor, le lieutenant Triff, avait décidé que ça allait sur ce mur-là. Puis moi, j'avais décidé que ça allait sur ce mur-là. Pourquoi c'était logique? Parce que c'était les quartiers où... Tu voulais imposer? Non, je voulais... C'était logique. Les caporaux avaient un bar, une cantine, dans cette campagne-là, qui est devenue pour les femmes. Alors, on avait un jeu de bar, d'art, sur le mur dont j'avais mentionné, parce que c'est là qu'on jouait, on prenait un cours, tout ça. Mais elle n'était pas d'accord. Du tout, elle voulait... J'ai essayé d'expliquer à Mme Sister Tripp, on l'appelait Sister Tripp, tout le long de l'armée, c'est ça. Puis elle dit, moi, je vous ai dit de mettre ça là. Oh! J'ai dit, c'est vraiment parfait, je vous comprends. Alors, j'ai mis jusque sur le mur. Où ce qu'elle voulait. Où ce qu'elle voulait. Oh, t'as acquiescé. Oui, absolument. J'étais un rang supérieur, j'étais un officier, j'étais un sous-officier. Quelques semaines plus tard... Tu avais un petit côté tendre que tu laissais des... Pas du tout, aucune émotion à ce moment-là. À ce moment-là, elle a réalisé que... C'était pas à bonne place. C'était pas à bonne place. Elle m'a rappelé par le sergent Dennis. Sergeant Dennis, you were right. It's the dartboard should be there. Vous avez raison, mais merci, il faut vous le poser. J'ai changé le dartboard, tout ça. Avec un petit sourire, probablement. Ben oui. Puis là, j'avais osé. Ah, Seigneur, j'avais osé
Can we, could we have coffee? Mais tu peux, il n'y a pas de fraternisation entre officiers. Oh, mais là, tu t'essayais pareil. Je me suis essayé parce qu'elle était belle-fille en Titi, puis moi, j'étais un jeune coq, tu sais. Fait que tu voulais au moins une tentative. Le private, je me sentais pas, je me sentais trop gradé pour ce que tu étais en réalité. et pour ce que je voulais faire. Mais avec... Elle t'avait reviré de bord? Oui, en effet. Elle dit non, on n'ira pas prendre le café. Mais tous les mercredis après-midi, on jouait au quai avec les filles. Puis elle dit je vais prendre un café au quai. Puis je dis parfait, sister. C'est déjà ça. Une belle concession, tu sais. Ouais. Malheureusement pour moi, quelques mois plus tard, j'ai été transféré à Calgary. Puis là, il y avait pas. Là, j'étais avec un régiment qui s'appelle le PPCLI. Ça, c'était à Curry Barracks. Mais moi, j'étais transféré comme instructeur de physical training, instructeur des armes, des affaires-là. Je restais dans le civil. J'avais une allocation, pas pour rester au camp, mais pour rester dans un appartement à Calgary. Calgary avait 40 000 armes dans ce temps-là. Hé, c'était tout petit, hein? Quelle belle place pour être pousse. À Calgary, puis il y a une anecdote en Calgary que je vais te conter. Tout simplement, je suis là, ça fait à peu près un an et demi. J'adore Calgary, j'ai des bons copains, j'ai une bonne vie. Et puis, une bonne fois, je m'en vais au camp militaire de PPCRL, de militaire qui était là, en existence. Oui, parce que là, tu restais en logement. C'est ça. Et puis, je m'en vais à la clinique médicale. J'ai mal à une dent. Et puis, je rentre là. Qui c'est que tu penses qui est là? Encore Eleanor. Oui! Eleanor était stationnée. Je ne savais pas. Ça faisait déjà 6 mois qu'elle était à Calgary. Alors, là, j'ai dit... Mais tu n'avais jamais eu le temps d'en faire ta copine? Oh, jamais. Fait qu'elle même à Calgary, j'ai essayé, là. OK, il n'y avait rien à faire là. Il n'y avait rien à faire là. J'ai dit, mais est-ce que c'est toujours sister trip? Ouais. Les femmes infirmières s'appellent sister. Là. Puis les autres, c'était brother. C'est ça. C'est ça. Alors j'ai dit, sister trip, can we have oh, frankly, Sergeant Denis, you're a nice man, and this and that. And anyway, l'excuse, l'excuse, il n'avait. J'ai pas rien fait. Alors là, je m'en vais quelques mois. Mais à Calgary aussi, j'ai rencontré une famille importante. La famille, comment ça s'appelle? Pitt, la famille Pitt. J'ai été resté là comme locataire d'une chambre. Okay. Et puis le gars avait 2 filles, puis un fils. Le fils, lui aussi, était dans l'armée, mais je ne le connaissais pas. Il était dans un autre régiment quelque part. J'ai resté avec la famille Pitt, peut-être le restant de ma tenue à Calgary. J'ai toujours resté ami avec ces gens-là. 50 ans plus tard, j'étais encore, justement, la semaine passée, je parlais à la plus vieille des filles, ah oui. que 80 maintenant. Ah oui, c'est fun. C'est le fun, c'est ça. Alors, ça, c'était important dans ma vie, c'était des bonnes personnes. Puis lui, Vince Pitt, je vais l'appeler Dad, puis elle, la mère, ils sont tous décédés, évidemment. La mère, je l'appelais Mom. Puis j'ai eu, ça m'a réchauffé le cœur à Calgary. J'étais loin de ma famille, mais j'étais pas loin. Mais dis-moi, est-ce qu'après toutes ces années-là, que tu as vécu dans des milieux anglophones, as-tu eu l'impression un peu de perdre? Oui. Définitivement. C'est ce que j'allais dire, de perdre ton identité québécoise, francophone. Oui, en effet, je l'ai perdu. Tu l'as perdu un peu, pas volontairement. Disons, c'est devenu graduellement. Mais à un moment donné, il ne faisait plus la distinction entre toi et un anglophone. Particulièrement, après, j'ai marié un anglophone. Ça a été fini. Non, ben, pas fini. Pas fini directement. Dans le sens qu'il ne te voyait plus comme un petit Français. Oh, du tout. Comme un petit Québécois. Là, c'est Jack. Là, tu étais vraiment intégré. Oui, intégré, puis ça faisait mon affaire. Mais j'avais jamais perdu mon français, j'avais jamais perdu ma raison d'être. Mais tu n'avais pas beaucoup de raisons de le parler, par contre. Non, du tout. Non. Aucune occasion. Non, j'essaie de... Tu faisais partie des rares Québécois francophones qui s'étaient rendus là à l'époque. Possiblement. Possiblement. Hein, puis j'ai pris ça plutôt comme une opportunité. N'oublie pas, j'ai commencé à apprendre l'anglais, moi, 10 ans, 12 ans à Montréal. Je travaillais dans les 5, 10, 15, les petits... dépanneurs. Les dépanneurs, ces choses-là. Et puis, j'ai travaillé dans l'Ouest Canada. J'avais une run de journaux, on retourne à Montréal, au coin de la rue Main Street ou Sainte-Catherine.
Puis là, c'est là que j'ai commencé à rêver. J'avais 52 journaux à passer. Sur la rue Mansfield, sur la rue... quel autre truc qu'il y avait pas là? En tout cas, Mountain Street. Puis, quand j'allais dans une place qui s'appelait, sur la rue Sainte-Catherine, Dominion Square Building. Puis quand j'ai rentré là, c'était la première bâtisse qui avait des escalateurs en bois. Là, tu sais, oui? Puis là, j'étais ébloui de ça. Là. Je prenais l'escalator pour porter le journal au 2e étage. Puis là, je me suis dit, un jour, je vais avoir un bureau ici. Puis croyez-le pas, j'étais tellement convaincu de mon futur que je savais, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais avoir un bureau. J'en ai eu un. Tu l'as eu. Oh, Seigneur Dieu. Alors ça, c'est pour revenir les gens. Tu sais, tu parles de l'Expo 67, j'en reviens plus tard. Mais à l'Expo 67, j'avais probablement 16 ans ou 15 ans. Je travaillais la nuit avec un fanal sur l'île Sainte-Hélène. OK, bien avant les installations. Ah oui! Ben C'est oui. comme ça que ça a commencé. Ben oui. Puis là, je faisais reculer les camions. C'est là que Oui, parce que le maire Drapeau, qui a été l'instigateur, puis le doyen de toute cette aventure, qui disait que Montréal, comment qu'il disait ça? Montréal, c'est la capitale du monde entier. C'est vrai. Il a mis sa main. Moi, j'ai entendu un speech, un discours de maire Drapeau à la fermeture, et aussi quand le général de Gaulle a dit « Vive le Québec libre ». Puis ce soir-là, il y avait un gros party, puis grand rendez-vous. Ça a brassé de la merde, ça va? Oui. Il aurait pu être le premier ministre du Canada. Absolument. C'était il était fantastique. Convaincu. Il était convaincu, puis il était convaincant. Absolument. Puis écoute, lui, en tant que... Je pense que c'est un de nos plus grands Québécois francophones, parce qu'il nous a mis comme peuple sur la map. Oui. Carrément. Quelques années plus tard, on parle aussi le métro. Le métro, ça, c'est une autre chose. Le métro, le stade olympique. Le stade olympique. C'est épouvantable. C'est toutes ces affaires-là que c'était lui. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois pour 15 minutes. Parce que je trouvais que ça, il y avait des préjudices dans la ville. C'était toujours d'autres compagnies que Garda, ma compagnie à l'époque, qui n'avait jamais eu un contrat de sécurité pour la ville de Montréal. Conséquemment, j'ai été voir le maire, puis j'ai dit, est-ce qu'il y a des raisons? Puis il dit, sincèrement, je ne vois pas aucune raison, mais vous devriez consulter avec le directeur de la sécurité de la ville de Montréal. Pas avec moi, mais c'est bien que ça est gentil au coton. J'ai compris, monsieur le maire. Ça n'empêche pas que, quelques mois plus tard, il y a eu la grève des cols bleus. Ça a duré je ne sais pas combien de mois. Il y a eu des coups de feu. Puis Alec Benoît, un de mes assistants, a été tiré dessus à cette époque-là. Ah oui. Ah, ben là. Puis ça, c'est le premier million que j'avais fait. Ça, là, tu pars de Calgary. Calgary. Tu pars de Calgary, tu es posté en Allemagne. Ça ne fait pas ton affaire. Ça fait pas mon affaire parce que je suis tellement heureux à Calgary. Comme j'étais heureux au Camp Borden, comme j'étais heureux. J'ai toujours été heureux, moi. Tu faisais ta sédentaire, puis toi, tu faisais ta place où c'est que tu étais. C'est ça. Ton moment présent, c'est là qu'il était. Et j'ai tombé en Allemagne, mon vieux. J'ai pas tombé dans un régiment anglais. J'ai pas tombé ou la 22e, cette affaire-là. Dans ce temps-là, je suis dans la Provauté. C'est-à-dire? C'est-à-dire police militaire. Ah là, tu avais tombé. Mais c'est toi qui étais dans MP, qui avait choisi d'être dans la police militaire. Oui, j'ai été choisi aussi. J'ai choisi aussi de sortir de l'MP pour aller dans le 22e. Sais-tu qu'est-ce qu'ils disaient des MP, hein? Des militaires? C'était tous des militaires et des baveux. Ah, oui, en effet. Mais je trouvais que c'était aussi les plus disciplinés. À cette époque-là, c'était important. Ben oui. Puis comme je te dis, 6 pieds 2 pouces, 190 livres, tu sais, c'était ma taille, puis j'aimais ça, fait que tout ça. Fait que c'était ta place. Ah, absolument. Mais donc, tu as été posté en Allemagne. En Allemagne. Par rapport à la police militaire. Exactement. Mais je n'ai pas tombé dans un camp militaire. J'ai tombé dans un endroit, dans un... comment dire? British, anglais. OK. Les camps militaires anglais alentour de c'est drôle, hein? Il y avait un hôpital. L'hôpital s'appelait BMH. À Stuttgart? Non. Non? Isolone. Ah. British Military Hospital. Puis là, j'ai été envoyé là, comme policier, comme j'ai sergent... En fin de compte, pour assurer la sécurité. La sécurité, de l'hôpital. C'est ça, ben oui. Puis, mais en fait, donc, ça a été tes premières
tes premières aventures avec le côté sécurité. Oui, En en fait, effet. si on veut. Oui, en Hein? effet. Et puis, c'était s'assurer aussi que tout roulait rondement, mais c'était sous la dominance britannique. Mais j'étais payé par l'armée canadienne. Ah, c'est drôle. Hein? Puis l'armée Il était canadienne. comme un sous-contractant au nom de l'armée canadienne. Puis il y avait c'est là qu'il y avait des infirmières canadiennes, anglaises et québécoises, dont j'ai rencontré personnellement À plusieurs occasions. à plusieurs occasions. Et là, à ce moment-là, c'était disons, un autre pays. Là, tu sais, Ouais. Tu repartais comme en neuf, c'était plus les mêmes barèmes. Non, C'était non, plus, du hein, tout, tu du tout. tombais dans autre C'est chose. ça, c'est ça. Et à un moment donné, je reçois un appel. C'est moi qui ramassais les soldats qui arrivaient à la gare avec les camions. Les changements de soldats. Là, tu sais, un groupe s'en retourne au Canada, un groupe s'en vient. Par pas un autre groupe qui C'est ça. ramène. Et ils appelaient ça des drafts. Dans une des drafts, je regarde la draft, Sister Eleanor Thrift. Tu dis non. Ça se peut pas. Alors là, C'était vraiment elle. ben oui, Ben c'était oui. vraiment elle. Alors à ce moment-là, j'ai fait reconnaissance avec Sister Thrift. Mais quand elle t'a vu, elle a dû rester surprise. Ah elle oui, aussi. très surpris. Sergent Denis, comment ça va? Mais là, le sort faisait en quelque part qui vous amenait tout le temps ensemble. Et oui, pour moi surtout, je dis, voici ma chance. Le destin, on y croit pas, mais là, écoute, hein, ça commence à être pas mal. Exactement. Et puis, Sister Thrift est stationnée au British Military Hospital, dont je suis stationné là. Elle doit faire le tour, une de ses fonctions, c'est de faire le tour des autres camps militaires canadiens. Donc, elle est en charge en quelque part. Elle Elle n'est pas une non, petite non, infirmière non, ordinaire. là. non, elle est responsable. Ouais. Et puis, à tous les matins, elle partait avec un chauffeur allemand à 5h30 du matin pour aller au camp, on va dire, à Emer, Westphalia, des affaires là, comme Ouais. ça. Et puis, une bonne fois, Mais c'était quoi sa fonction? sa fonction, c'était de s'assurer que les unités médicales ou médicaux de chacun des camps étaient au standard militaire. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y avait tous les équipements qui répondaient aux normes, point. C'est Ouais. ça. Et en plus, elle donnait la formation aux futurs comment dirais-je, infirmières. Puis il y avait des gars dans le corps médical qui étaient infirmiers. Mhm. C'est pas juste une job de femme, c'est une job d'homme aussi. Comme aujourd'hui, puis de Oui, plus en en plus effet. fréquent, de toute façon. Et puis, elle, c'était de maintenir le standard établi par l'armée canadienne. Alors, quasiment toutes les deux fois par semaine, 3 fois, elle s'en va dans ces camps-là. Puis là, j'avais décidé de faire une tournée, moi aussi, pour m'assurer que la sécurité roulait comme ça. Avec elle? Avec elle. Tous les moyens étaient bons. Oh, tous les moyens. Et là, une bonne fois, c'est là que ça s'est joué réel. Une bonne fois, il faut qu'elle aille à Rotterdam, en Hollande. Parce qu'il y a un nouveau contingent de femmes qui arrivent, puis ainsi de suite. Et puis j'embarque avec elle dans un camion. Voilà, puis il y avait un docteur, il y avait différents corps. Là, on est rendu en 62, 61, quelque chose de même? Même pas? Non, on est rendu à 59. 59. 58. Et puis, le premier endroit qu'on a été, c'était à Rotterdam. C'était la veille de Noël, quand on est arrivé. Puis, tu sais, quand tu passes dans un pays, tu es dans un nouveau pays. Moi, la Hollande, tu voyais encore les petites Hollandaises, les petits Hollandais, tu sais, avec les sabots, ouais. puis les affaires-là. Et puis, c'était encore réellement à cette C'était époque-là. encore La comme guerre ça, venait de finir, ça faisait pas longtemps. Alors, conséquemment, ce soir-là, j'ai eu l'occasion d'aller souper avec, là, j'ai dit, Sister Thrift. Puis là, elle m'avait permis de l'appeler Eleanor. Et puis là, je l'appelais Eleanor, puis elle m'appelait Sergent après là. Ah, tu l'as, là. Oui. Ouais. Mais c'est correct. Ça. Elle ne voulait pas t'appeler Jacques. Non, du tout. Et puis, en fin de compte, c'était Jim qui a prévalu au-dessus de tous les autres noms. T'es pendant devenu Jim. Oui, pendant pareil, là. les trentaines d'années après. Ben oui. Alors là, ce soir-là, à Rotterdam, j'ai eu l'occasion d'aller souper avec Eleanor. Puis on a eu beaucoup de plaisir à parler du Canada. Mais là, tu peux voir l'ambiance. Les chansons de Noël dans la rue,
t'es en Hollande, tu viens de Québec. Ah, ça devait être extraordinaire, pareil. Ah, c'est l'été. Puis c'était une belle soirée. Puis là, on a développé vraiment une belle relation amicale. Mais elle ne pouvait pas me dire tu, puis elle ne pouvait pas m'appeler autre que sergent. Je pense que j'étais trop imposant pour elle à cette époque-là. Et de là, ce soir-là, le lendemain, on est retourné éventuellement à nos quartiers. Mais Eleanor est restée à Isolonde avec moi pendant peut-être 1 an. Puis là, elle a eu Un autre posting? un autre posting à Halifax, Back to Canada. Oh! Mais tout est encore là. Ah oui, oui. Mais tout, ça faisait combien de temps que tu étais en Allemagne quand elle est Ça venue? faisait 2 ans. Là. Ça faisait 2 ans, là. Puis j'ai resté un autre an après qu'elle est partie. OK. Elle était partie. Est-ce que vous aviez déjà établi une relation amoureuse quelconque? Oui. OK, fait que c'est Ah déjà... oui, très amoureuse. OK, fait que vous étiez déjà amoureux. Ah oui, là, ça l'était. Mais là, quand elle est partie, ça ne fait pas faire ton affaire, là. Ah, Là, du tout. Ça ne faisait pas son affaire. ben, j'imagine. Et puis, quelques mois plus tard, peut-être 4 mois plus tard, j'ai reçu on n'avait pas de communication comme aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Aujourd'hui, la facilité. On là. écrivait une lettre, ça fait là. Ah. Jim, I want you to know that I'm pregnant. Oh my God. Ah, pregnant, tabarnouche, là. Tu devais être mélangé. Je mélange au coton, quoi, les émotions, là. Fier, puis en même temps, Oui, a little bit disturbed. Disturb Vincent. Alors, conséquemment, je pense, mais c'est disturb pour Eleanor. Ben oui. Tu sais, alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais dans cette affaire-là? Je l'aimais, j'aimais Eleanor, Eleanor m'aimait, elle va avoir un enfant, il faut que je retourne au pays. Il faut que je retourne à la maison. C'est là que tu t'es décidé que... J'ai demandé, là, tu peux pas. C'était impossible de te dire la raison. Oublie pas, c'était un officier de relation avec un sous-officier. Puis elle, comme infirmière. Vous n'étiez pas supposé d'avoir une relation. Tout, aucune relation. OK, fait que là, ça compliquait les choses. C'est très compliqué. Ouais, c'est ça. Si je dis que je veux m'en aller, parce que c'est une décision majeure. Elle est sortie de l'armée. Puis elle était rendue capitaine, là, elle. Oh! Elle était capitaine de l'armée, puis elle avait un beau poste, puis elle était... Fait qu'elle, une fois enceinte, elle a dit « enough ». Enough of the army, là on va pouvoir faire, puis toi tu viendras me rejoindre à Toronto. OK. Fait que c'est ça qui est arrivé. La raison de quitter l'armée, Ouais. ça a été aussi pour te faciliter Mon ton départ pour revenir à elle. C'est ça. Alors, conséquemment, là, je pouvais en parler à mon officier commandant. Il faudrait que je retourne au pays. Ma femme Elle est enceinte. est enceinte. Je disais, ah, j'ai pas eu de problème. Puis là, déjà 3 ans et demi, j'étais là. Ils m'ont tout de suite rechippé à Camp Borden. Elle était à Halifax, t'es encore loin, non, là. elle est partie d'Halifax, qui était rendue à Toronto. Ah! Elle avait déjà repris un appartement. Sur la rue, oh sacrifice, je me souviendrai toujours, parce qu'il y avait un gars, il y a une affaire importante qui est arrivée. Son voisin, sur la rue Isabella, à Toronto, au 26e étage. Elle, c'était 26-12, cet appartement. Puis là, elle a donné naissance à Peter, pendant qu'elle était là. Fait que t'étais pas encore arrivé, là. Non, je n'étais pas arrivé. Okay. J'étais arrivé quelques mois plus tard, tu sais. Alors, Eleanor a rencontré des gens qui s'appelaient les Bell, la famille Bell, qui ont aidé Eleanor, puis ainsi de suite, à se passer, puis être babysitter, puis qu'elle avait demandé pour quelqu'un pour prendre soin d'elle. Mais il y avait un gars à côté de chez nous, à côté de chez elle, qui aimait sortir Peter en carrosse. Sais-tu comment il s'appelait, ce gars-là? Non? Robert Goulet. Pas l'acteur. If ever I will T'es pas be sérieux? you. Ah, ouais! Il jouait à la télévision le dimanche soir, General Motor, General Electric. Puis Robert Goulet commençait sa carrière. Ben, j'ai mon... Il demeurait au 26e étage sur la rue Isabella. C'est pas voisin d'Eleanor. Voisin d'Eleanor. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais toi, c'est drôle tout ça, parce que, écoute, t'es arrivé quelques mois après, t'avais une famille. Ben, j'avais Peter qui avait... Ben, c'est ça, t'avais une famille. Oui, là, t'étais... Mais là, à ce moment-là, vous n'étiez pas encore mariés. Est-ce que vous êtes... non, on n'était pas mariés du tout. Vous êtes jamais mariés, quoi? Oui. Ah oui? Mais à ce moment-là, on n'était pas mariés. Ben non. J'ai toujours dit, puis là, je vais le dire officiellement, Eleanor et moi, on avait été à un petit village en Allemagne. Puis, the Pied Piper of Hamelin. Hamelin, en Allemagne, tu sais, le gars qui jouait toutes les rats, Ouais.
Ça, c'était à Amnon. Là, on a pris, je me suis marié à Amnon, dans le bureau. OK, fait que vous vous étiez marié avant, Civilement, oui. civilement, avant qu'elle revienne ici. Oui, en effet. OK. En effet. Puis là, elle est sortie de l'armée, c'est ça. Mais on s'est remarié officiellement à Toronto. Ah oui. Encore une fois, avec Civilement. Civilement encore. Puis je me souviens très bien, mon frère était mon right-hand man, Ben ouais. de Poitras. Et puis il y avait un ami, Léo Bernier, qui était québécois, qui m'avait suivi tout le monde, d'un bord et de l'autre. C'est un soldat. Ah ouais. Il était encore dans l'armée, lui, moi aussi d'ailleurs. Et puis sa femme Alice. Puis c'est comme ça on s'est mariés la deuxième fois. Mais les enfants n'ont jamais cru qu'on était mariés. J'ai jamais pu retracer le papier non plus du mariage de l'Allemagne. Bien qu'on a dit la vérité. On a été mariés civilement à Toronto en 1960. Peter avait 50, attends, il avait 2 ans. Et puis... Fait que c'est drôle parce que t'as emmené Peter à l'église lors de ton mariage. Non. Ah non, vous l'aviez fait garder. Non, c'est la famille Bell. Ah oui, c'est vrai, c'était pas à l'église, c'était civilement aussi à Toronto. C'est ça. Oui, tout ça. Puis c'était pas un mariage... c'était un mariage d'alliance, tout simplement. Une petite bague de rien, puis tout ça. Des parties n'a pas eu. Ce soir-là, Larry, Laurent, mon frère et moi, puis Runner, on est parti, on a laissé Peter chez Mme Bell, puis on est monté à Montréal. Ça faisait 18 heures que ça prenait pour monter à Mais pourquoi Montréal? C'était quoi qui... Mais parce que Laurent demeurait à Montréal, mes parents étaient à Montréal, je voulais présenter ma femme à mes parents. Ben, tes parents, c'est sûr qu'avec la distance, ne pouvaient pas y aller pour le mariage civil, fait que tu as dit... C'est ça. On va se rendre, puis... C'est exactement. Puis là, j'ai rencontré, là, je lui ai dit... Tes parents avaient bien vu Eleanor, puis ils l'aimaient. Ils ne parlaient pas français, ni anglais, ni l'un ni l'autre, mais c'était correct, tout le monde... Puis je lui ai dit... Eleanor se débrouillait, ou pas du tout? Non, elle comprenait, mais elle ne parlait pas. Ah ouais? Mais... Est-ce qu'elle était consciente qu'elle avait marié un petit Québécois francophone? Elle était consciente, mais sa mère l'avait bien mal pris. T'es pas sérieux? Ah, fuck. Ah oui, C'était le bras. Non seulement ça, un catholique, un français, catholique. Je sais, ben oui, puis, c'est protestant. Puis, sais-tu quoi? 13 ans plus jeune. Il y avait 13 ans de différence. Toi, tu avais 13 ans plus jeune que ton épouse. Oui! Mes parents ont excessivement bien réagi. Ils étaient heureux de rencontrer René. Là, on a vu Rocco Carducci qui était là. Il y avait Lucien Denis, puis il y avait Germaine. Et Germaine avait ses sœurs, une couple de sœurs qui étaient... Puis il n'y avait pas grand monde qui parlait, la fille. Pas grand monde qui parlait anglais là-dedans. Ah, personne. Mais ça a bien été quand même. Mais ça reste que vous avez choisi domicile de rester en Ontario. On n'avait pas le choix. Stationné, encore une fois, je suis restationné au Camp Borden. OK. Mais là, il ne te restait plus longtemps là, dans l'armée, là, après. Là. Il m'a resté encore... un autre 4 ans. Ça. Ah, 4 ans? Ah, oui, minimum. Oui, parce que j'ai sorti en 64. 1964. Fait que là, Eleanor, on est retourné à Toronto. Et puis, Eleanor s'est trouvé un job facilement, là, comme infirmière. Et puis, moi, je demeurais au Camp Borden. Je montais à Toronto tous les fins de semaine. Puis, un jour, Eleanor a décidé on ne peut pas vivre comme ça. Il faut retourner, il faut qu'on retrouve notre famille, et ainsi de suite. Et, tu sais, Peter, c'est pas bon qu'il ne soit pas là. Puis, bon. Alors, on a décidé de déménager au Camp Borden. J'ai demandé pour un PMQ qui appelle vivre à l'extérieur de la base. Exactement. Mais il n'y en avait pas. Alors là, j'ai pris une petite place sur le Open Street à Barrie. J'ai adoré la petite place. Il y avait une petite cour en arrière. Puis on est resté là 1 an et demi, 2 ans peut-être. Puis jusqu'à mon transfert du Camp Borden à Montréal. Oh! Là, tu as été transféré. Tu as fini vraiment ta carrière de militaire à Montréal. En effet. Parce que là, j'ai sorti volontairement de Montréal. À ce moment-là, quand je suis arrivé à Montréal... Mais là, tu avais emmené avec toi... ma famille. Le bagage, qui va avec le bagage familial. Mais ça devait être un changement épouvantable pour Eleanor. Non, pas tant que ça. Tu es habitué de l'Allemagne. C'est quelqu'un qui s'acclimatait. Elle fait des voyages autour du monde, cette affaire-là, puis elle pouvait comprendre le français tant bien que mal. Le comprendre, mais ça reste qu'elle quittait sa famille, par contre.
Non, la famille était dans l'Ouest canadien. OK, fait qu'il est encore plus loin. Oh, Fait oui, que ça change pas ça n'a grand-chose. pas changé grand-chose pour elle. Au contraire, elle était contente de s'en aller à Montréal, dans un milieu, puis rencontrer ma famille, puis ainsi de suite. Ça a bien été. Fait que là, à Montréal, vous avez vécu où quand tu À Boucherville. À Boucherville. C'est là qu'on a pris notre première maison, louée. 65 des vétérans, imagine-toi, des vétérans. 65 des vétérans à Boucherville. Ça a dû te faire mal un petit peu de lâcher l'armée à trop tard. J'ai pas lâché l'armée à ce moment-là. J'ai été un autre 200 dans l'armée. Une fois à Montréal, un autre 2 ans dans l'armée. Oui, et puis là, l'armée m'a envoyé donner des cours de formation. C'était très populaire que les corps de police. Il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas d'académie, il n'y avait rien de ça. Non, c'était pas militarisé. Aujourd'hui, la formation est très militarisée. Ils font de la drill, ils font, tu sais, c'est ça. Puis moi, je me rappelle très bien, j'étais staff sergent à ce moment-là. Et puis, le quartier général m'a nommé Leblanc, colonel Leblanc m'appelle. Puis il dit, Monsieur Denis, sergent-major Denis, je suis sergent-major. On aimerait que vous alliez à Greenfield Park donner des cours de formation. Monsieur, non, ça ne me tente pas d'aller là. C'est pas que ça ne vous tente pas ou pas. Là. C'est là que vous en allez. OK, vous allez former, faire un cours, vous allez former. Alors, je n'avais pas le choix. C'était pour former des policiers. Exactement, de Greenfield Park. Puis il y en avait peut-être une vingtaine à l'époque, pas plus que ça. Alors là, j'ai commencé à formuler un cours de formation pour les policiers, de tir, ça, bon. Et, coïncidence de coïncidence, j'ai frappé, réellement bien été reçu à Greenfield Park par les policiers, la fraternité des policiers. Ils ont accepté des cours avec moi, puis j'ai eu un succès avec ça. Le directeur de police de Greenfield Park, j'essaie de m'appeler son nom, je pense que c'était Pilon, mais il y avait un gars en dessous de lui qui s'appelait Blanchet. Guy Blanchet, qui était l'assistant directeur de police. Un grand gaillard, ainsi de suite. Un homme peu sympathique, mais un militaire qui n'avait jamais été dans l'armée, puis la police, il connaissait ça, mais pas plus que ça, mais c'était un top guy. Fait qu'il n'avait jamais été dans rien, mais il connaissait ça. Oui. C'est fort, hein? Ouais. Lui, il est promu, il y a un opening à Longueuil. Puis là, il est devenu le directeur de police de Longueuil. La première chose qu'il a fait à Longueuil, il a appelé le sergent-major Denis pour s'en venir, sortir de l'armée, puis s'en venir dans la police. Mais à ce moment-là, ça fait déjà 15 ans que je suis dans l'armée. Ah oui. Il dit, Monsieur Denis, il faut que vous me teniez, on va former une école de police, Puis finalement, quand tu penses à ça, je faisais 303 pièces par mois. Dans l'armée? Dans l'armée. Puis là, je faisais 117 pièces en transférant dans la police. Là, tu te considères riche, là. T'avoir mazan. Puis là, durant ce temps-là, elle avait trouvé une job à l'hôpital Victoria, comme infirmière. 7 pièces, non, 9 pièces par jour. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais c'était bien pour l'époque. Je ne sais pas si c'était bien. Je ne sais pas, hein? Non, je ne penserais pas. Parce qu'un an ou deux plus tard, ils ont tombé, les infirmières, ils ont fait une association qui avait peut-être autrement. Mais là, elle a tombé dans le affaire de 40 000 par année. Là. Oh, là, ça commençait. Là, ça a changé notre vie. Puis elle a gradué, puis est devenue importante dans la hiérarchie. Puis, fait que ce qui t'a amené à ta décision par rapport au salaire d'aller dans la police. Sorti. Fait que là, t'as quitté l'armée. C'est pas de bon gré, je n'ai pas sorti de l'armée. Non. T'es pas sorti de l'armée. C'était l'argent. Ouais. Et puis, je voyais pas de futur. Mais la transition a j'étais écœuré dans l'armée. C'était une gang de petits vieux alentours. À Montréal, c'était pas plaisant. C'était tous des has-beens. C'était pas plaisant pour moi. Puis j'étais encore trop jeune, trop vigoureux, trop fort, puis trop soldat. Fait que go, on s'en va dans la police. J'ai formé l'école de police à Longueuil. Puis je te dis que c'était toute une école de police. Hein. Là, ça a marché. C'est là que j'ai rencontré, par exemple, Pierre Laporte et compagnie, là, le ministre. Pierre Laporte, tu avais été détaché à sa sécurité. Détaché pour la période du temps... Que tu étais dans la police à Longueuil? Non. La période du temps que lui visitait les municipalités. Okay. Comme Ville-la-Flèche, comment est-ce qu'il appelle? Jacques-Cartier. Mais est-ce que tu étais limité à Longueuil ou tu étais... Oui. OK, fait que le temps qu'il était à Longueuil, le premier ministre Laporte, c'est toi qui avec une équipe que vous avec mon groupe. Que vous assuriez sa protection. C'est exact. Bon. Puis ça n'a pas duré longtemps.
c'était toute une expérience quand même. Ben, j'imagine. Puis ça m'a ouvert des ouvertures que je ne pensais pas de rencontrer encore. J'ai rencontré d'autres personnes. Mais combien de temps la police de Longueuil? À peu près 2 ans. Puis c'est quoi qui t'a fait, qui t'a écœuré? Ou Non. est-ce que c'est L'Expo 67. Et voilà. Fait que c'est, dans le fond, la police de Longueuil t'a donné le tremplin Pour aller. pour aller. Et pourquoi? Parce que j'ai oublié de mentionner, lorsque j'étais en Allemagne, j'avais été à Bruxelles. En 1958, l'exposition universelle à Bruxelles, c'est en 1958, au Pavillon Canada. J'étais là, comme policier, Comme MP. Pardon? Comme police militaire à Oui, Bruxelles. oui, juste ça, juste ça. OK, c'est ça. Mais j'ai vécu l'expérience de Bruxelles. Imagine-toi, c'est toute une vie. M. Blanchet, à ce moment-là, il était mal vu à Longueuil. C'était C'était le capitaine du poste de police. Pardon? Il était, C'est le capitaine du poste de police où tu étais. il était directeur. Moi, j'étais capitaine. Directeur. Ouais. Et puis la fraternité des policiers, à cette époque-là, ont commencé à développer une haine, une colère contre le Blanchet. Il était trop militaire, il n'avait pas pris le temps de parler avec les gens, puis ainsi de suite. C'était un dominant. En fait, ça m'a donné l'opportunité de sortir de l'armée et de sortir de Longueuil. Étant donné qu'il y avait un malentendu entre puis là, la fraternité était bûchée dessus au coton, puis moi, je voulais pas une guerre de police. Puis là, je savais, le colonel Leblanc que je te parlais, qui m'avait appelé pour aller à Greenfield Park, il est sorti de l'armée, puis il travaillait à l'Expo 67. C'est là, lui. Là, j'allais communiquer avec lui, il s'appelait Maurice Leblanc, je l'appelais Maurice. Maurice, monsieur Denis, certainement, Le lendemain, j'ai rentré à l'Expo 67 en 1966. Mais là, il a fallu que tu démissionnes du poste de police. Ah, avec plaisir. Je me souviens pas, je n'ai pas gardé une copie. J'ai dit la situation néfaste qui se produisait dans le poste de police, en fait de compte, Blanchet n'a pas vu sa job. Ça venait de finir, puis j'étais content de le faire. Puis tout le monde devait être content aussi. Ah, la dynamique n'était pas bonne. Donc, tu es parti, Blanchet perd sa job, tu pars, tu donnes ta démission, tu es rendu à l'Expo. En tant que quoi? C'est quoi ton poste à l'Expo? Mon poste à l'Expo, c'est superviseur senior de la sécurité. Puis là, j'ai formé une école de formation, si on peut dire. Spécifiquement pour l'Expo. On avait 2000 gardes à l'Expo. C'est pas des farces. Non, ça a commencé avec 10. Puis moi, à ce moment-là, j'avais assez de temps. Je n'avais pas de fonction comme telle. Tu sais, l'île Mackay-Pier, l'île Notre-Dame, l'île Sainte-Hélène, la Ronde, ça n'existait pas. Mais les gars, ceux que tu as formés, travaillant quelque part pour toi, tu en étais responsable? C'était quoi? Pour la formation, j'étais responsable, mais chaque poste, éventuellement, on a formé, le premier poste qu'on a formé, c'était l'île Sainte-Hélène. À l'île Sainte-Hélène, j'étais responsable de l'île, comme chef, et aussi de la formation. Là, j'avais un lieutenant. Donc, c'était tes hommes? Oui. C'était tes hommes? Après ça, on a ouvert le deuxième poste, Mackay-Pier. Mackay-Pier, c'est ce que je veux dire, c'est la ligne, pas l'île Notre-Dame, c'est près de Verdun. Mais ça reste que l'île Notre-Dame, ça reste le bastion de l'Expo 67. Oui, moi je dirais que oui. Mais ce qui est drôle par rapport à ça, puis je suis obligé de faire une petite anecdote là-dessus, le père à mon épouse Nicole était ton employé. C'est drôle, hein? C'est drôle. Le père de Nicole était là. Ah, il était gardien de sécurité à Notre-Dame. Il a travaillé pour moi. C'est clair. C'est drôle. C'est une coïncidence. C'est beaucoup Écoute, il y a un gars, je ne me souviens pas de son nom, malheureusement, il est devenu. Il y avait un détachement d'étudiants qui sont devenus des gardes d'honneur, avec des beaux chapeaux blancs, puis tous des 6 pieds. Puis un de ces gars-là, je ne me souviens pas de son nom, il est devenu le président de. Quelle compagnie? En tout cas, je me souviens. Le gars est devenu réellement top gun dans la société civile, si on peut dire. J'essaie de m'appeler son nom. En tout cas, c'est là que tu rencontres du monde, tu rencontres des gens. Ben oui. Puis moi, j'étais là, j'étais le premier officier à être embauché en poste, et je suis le dernier officier à sortir 54 ans plus tard. Mais ça, c'est pas drôle aussi ce que tu dis, dans le sens que tu as vécu beaucoup d'expériences. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles d'une qui est quand même assez extraordinaire, qui
a perdu connaissance et est tombé dans tes bras. Oh mon Dieu! Ça, c'est-tu dommage? Pas de photo encore. Non, pas de photo. J'avais un chauffeur avec un petit Cushman. Je ne pas tout partout. Il s'appelait Michel. Michel me suivait tout partout. Comme j'ai été membre de vision, il aurait pu prendre des photos. Ben oui. Hey, il y a un gars qui a pris une photo de moi. Je marche à peu près 10 pas avant, à gauche de la reine d'Angleterre. Philippe, c'était. Puis ça, encore là, mon garçon, petit gars, il passait dans ce temps, c'était le Montreal Star. Il y avait un supplément. Dans la première fois, je disais ça aux enfants. Hey, guess with whom I was today? Ouais. Puis là, c'était la reine. J'ai dit, avec la reine? Oh, dad! Puis j'avais du fun avec ça, puis avec les enfants. Mais Christy, on a la photo de moi. Il faut la retrouver, cette photo. Je sais pas comment on fait. J'aimerais ça. Il faut faire qu'on fasse des recherches. Ah, c'est le bullshit, c'est la réalité. Ben oui. Alors, je peux imaginer Michel, je pense que c'était Durand son dernier nom, un collège comme toi, là. Puis un bon gars, il m'aimait, puis je l'aimais, puis ça, on allait partout. Alors, ce gars-là pouvait m'amener wherever I wanted to go, parce que c'est là que c'était ta place. C'était sa place. Mais avoir pris, tu sais, le temps de prendre des photos. Mais pour revenir à ça, qui t'a tombé dans les bras? Qui m'a tombé dans les bras, c'était au pavillon de Monaco. Et puis, cette journée-là, comment ça s'appelle? Grace Kelly, princesse Grace, était là. C'était pas il n'était pas roi, il était le prince. Tu l'as-tu accueilli à son arrivée? Non. Non, non, ça pas. J'ai des photos. Son arrivée, c'était la GRC qui faisait ça. Okay. Mais moi, je suis là parce que Grace Kelly est au manège, pas au manège, au pavillon de Monaco. Tu veux voir cette belle femme-là? Ben oui, mais je savais pas tout ça. Mais dans tout le brouhaha, ça donne comme ça. Moi, je ne sais pas, c'était pas un gars aux photos, rien de ça. Ah. Puis Grace Kelly, je savais ma place. Elle savait la sienne, mais malheureusement pour elle... Ou heureusement pour toi. Elle a tombé sa connaissance. Elle était enceinte de son premier enfant, je ne savais pas, personne ne le savait. Ah, puis tout ce que j'ai fait, elle a tombé, puis je l'ai pognée. Dans mes bras. Puis là, tout ça, alentour, les autres gens sont venus. Ben ouais. C'est aide de camp, puis là, ils l'ont emmené, il en plein ambulance. Puis Grace Kelly, c'est là qu'on a appris qu'elle était enceinte, puis ainsi de suite. Est-ce que tu n'as jamais eu de remerciements ou whatever? Non, c'était pas question, ça s'est passé trop vite. Il y avait trop de monde alentour. Ouais. Mais moi, je savais que j'avais dans mes bras. Ben oui. Est-ce que je peux te toucher au bras? Ça serait le point de le faire, mais c'est en ça. Mais il y a eu beaucoup de... Je me rappelle d'un autre affaire à l'exposition de Salassie. Je ne sais pas pourquoi on s'en va là. Salassie. Ça dit-tu quoi, Salassie? Ça, c'est Utopia. L'empereur... C'était l'empereur ou le roi? L'empereur de l'Utopia. 4 pieds et 8 pouces. Là, il est là, devant son pavillon. Puis moi, j'ai amené Peter. Peter qui a 7 ans. À ce moment-là... 7 ans ou 8 ans. Ouais, peut-être. Ouais, 8 ans peut-être. 8 ans peut-être. Ouais. Il y a 60 ans aujourd'hui. Ouais, c'est ça, 8 ans. Puis, quand moi je suis à côté de lui, Peter, il prend la main. Tu touches pas l'empereur. Mais tu sais. C'est tellement fait, tu sais. Oh! L'innocence d'un enfant. Voilà. Mais en même temps, c'était tellement un beau jeu. Exactement. Alors, mon Peter, lui, après ça, quand j'ai vu comment c'est qu'il aimait ça, il était toujours avec... c'est sûr, comment est-ce qu'il s'appelait mon chauffeur? Joe le Duc. Bon, un des lutteurs, les frères le Duc. C'est ça. Mais ouais, à cette époque-là, c'est moi qui l'ai fait rentrer le lutteur, lui. Ah oui? Ouais. Ah, c'était une autre histoire. Tu sais, quand tu parles à lui. Puis Joe, c'était la bonté même. C'était un top, C'était tout un top. Oh là Parce que avant l'ouverture de l'Expo 67, il y avait une grève. Oui, en effet. Des gardes de sécurité. En fait, c'était 2 jours avant 2 jours avant l'ouverture. Fait que là, vous étiez dans la merde. C'est ça. Puis là, tout le monde, finalement, se sont rassemblés, tous les gars, avec la Berge et compagnie, se sont rassemblés à l'île Notre-Dame. Mais moi, je ne pouvais pas laisser passer ça.
Puis la ville de Montréal, je ne me souviens pas du directeur, là, ils ont appelé l'escouade de frappe, avec tous les boucliers, puis là, j'ai dit, non, non, c'est pas nécessaire. Je vais aller voir les gars, puis j'étais bien chum avec le directeur de je me souviens pas du nom du policier ou l'inspecteur-chef de l'expo. Mais là, ça brassait, ces gars-là, c'était pas des enfants de cœur, là. Là, les autres voulaient tout péter à la baraque, puis ça marchait pas, là. Ça brassait, là, mais là, ils voulaient quoi? C'était quoi leur revendication? Ils voulaient être reconnus pour avoir une garantie de salaire, monter le salaire. Oui, parce qu'eux autres aussi perdaient le job après l'Expo 67. Ben, c'est ça, ils n'avaient plus de job. Fait qu'eux autres, ils voulaient une certaine sécurité. Pour la période de temps qu'elle durait, il fallait qu'il y ait plus d'argent. Peut-être que je ne me souviens pas sincèrement des numéros, mais ils voulaient plus d'argent. C'est là qu'ils se sont tous rassemblés. Il y a eu un leader dans ce groupe-là que je ne connais pas. Puis lui, il a rassemblé toutes les troupes. Puis on va faire... Puis c'est là, moi qui... Tu t'es rendu là avec Joe? Non. J'étais là avec un ami Jean Boivin. Joe, il n'est pas là dans le moment. Il est un des gardes. Peut-être qu'il est dans le groupe, je ne sais pas. Bon, mais c'est après qu'il est devenu... C'est ça. Mais il y avait un gars qui était là, qui était réellement remarquable, Alec Benoît. Alec Benoît, c'est un gars de tatouage, mais pas aussi grand que toi, mais la même philosophie. Tu sais, il avait la même attitude de vie. C'est là que moi, j'ai monté sur une caisse de bois. Là, j'ai dit, les gars, puis il y avait un gars qui... Hey, calissez dans la rivière, lui, là. Tu sais, dans le club on va le crisser dans le club. Puis là, c'était Alec Benoît, là, que je connaissais pas plus que ça, là, mais je le connaissais assez, qui avait pris des cours de formation avec moi, puis ainsi de suite. Puis il a dit, hey, les gars, lui, c'est un bon gars. Il est correct. Laissez-lui parler. Ouais. Puis il a parlé. Puis là, j'ai pris Jean Boivin, qui était mon petit assistant de rien. Pauvre, tu vois, il a à peu près 5 pieds 4 pouces, 5 pieds 6 pouces. Il chie comme une... Mais je peux rien. Là, j'ai dit au gars, on va aller voir... Louis Laberge était rendu à l'administration à Maker-Pier. Louis Laberge qui est en charge de la sécurité de... Non. Ah non. Pas de sécurité. Ah non, c'est Laberge de FTQ. C'est ça, FTQ, okay, c'est ça. OK. Puis là, et là, au pavillon administratif, au Maker-Pier, il y avait le ministre, il n'était pas ministre, il y avait l'avocat de l'administration universelle, de l'Expo universelle.